constitutionnelle qui a pour but d'améliorer les conditions d'apprentissage de ces derniers dans les centres de formation. Cette loi est une loi révolutionnaire dans la mesure où elle permettra désormais à notre pays de savoir juguler. Nous parlons d'industrialisation. On ne pourra parler demain que de transformation si, dès le départ, nous avons valorisé une main-d'œuvre par l'apprentissage à tous les niveaux. Une initiative salutaire, surtout lorsqu'on connaît les problématiques qui entourent les conditions de travail des infirmiers et infirmières dans certains pays africains. Vivement que l'exemple ivoirien soit copié. Un autre pays de l'Afrique de l'Ouest, il s'agit bien sûr du Mali. L'information fait justement le buzz dans les différentes chaumières, mais également les rédactions sont toutefois oubliées, les réseaux sociaux. Il s'agit bien sûr de l'irruption de ces 49 soldats ivoiriens en terre malienne. Pour donc justifier ce déploiement, le gouvernement ivoirien a donc réagi et c'était bien évidemment à l'issue de la tenue d'un conseil militaire extraordinaire présidé donc par le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Mais cependant, il y a une question qui subsiste à la suite, bien sûr, de cet incident diplomatique. À quoi joue Abidjan? Assam Zili signe ce reportage. À quel jeu joue Abidjan? La question mérite d'être posée au vu du communiqué publié par les autorités ivoiriennes à la suite du Conseil national de sécurité extraordinaire réuni mardi par la présidence. Elle qui, dans un premier temps, avait affirmé ignorer tout de la présence des militaires ivoiriens, interpellés dimanche dernier à l'aéroport Modibi Keïta, et dont la présence en terre malienne a été jugée illégale par les autorités de ce pays, soutient désormais que ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali, dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien à la MINUSMA. Bien plus, Abidjan affirme que la présence de ces soldats dans le cadre de la mission est bien connue des autorités maliennes, malgré le déni de ces dernières, qui font écho de la non-information de leur ministère des Affaires étrangères par les canaux officiels. De quoi entretenir le flou dans cette affaire. La bataille semble se déjouer du point de vue territorial, mais pour aller au niveau communicationnel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'attitude du gouvernement ivoirien, qui au préalable dénie, refuse, mais quelques heures plus tard accepte et reconnaît qu'il y a quand même l'existence de l'armée ivoirienne en terre malienne, a quand même été un élément très clair qui quand même nous invite en tant qu'analystes de nous poser des vraies questions. Est-ce que la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes jouent franc jeu quant à leur implication dans la stabilité de la sous-région et en l'occurrence du cas du Mali? Selon certaines indiscrétions, de nombreuses interrogations demeurent. Pourquoi 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence au Mali? Pourquoi n'étaient-ils pas en possession d'un ordre de mission lors de leur déploiement? Pourquoi la mission onusienne au Mali affirme ne pas être au courant d'une éventuelle rotation de militaires ivoiriens le 10 juillet 2022? Autant d'incohérences qui semblent justifier la posture suspicieuse des autorités maliennes de transition. Et on se rend véritablement compte qu'Assimi Goïta se positionne comme l'homme fort, qui en réalité est un homme d'État, qui travaille pour la stabilité du pays. Et vu dans ce prisme-là, il est important que toutes les velléités, toutes les formes de velléités susceptibles de mettre à mal ce grand chantier de réforme, de refondation du Mali, il est important que les autorités maliennes puissent se saisir de l'affaire et la vigilance, ou encore n'eût été la vigilance des autorités maliennes, on pouvait passer, ou encore ces militaires pouvaient passer inaperçus. Cela démontre à suffisance que les autorités maliennes sont plus que jamais déterminées dans la refondation et la reconstruction pour que l'ordre constitutionnel puisse revenir dans ce pays. Abidjan nie toute intention de déstabiliser le voisin malien et demande la libération sans délai des soldats interpellés. Reste à savoir si Bamako cédera à cette injonction.
Parlons d'économie dans cette édition du journal bilingue sur For You Télévision avec effectivement le Bénin qui a donc trouvé une solution palliative à la chute des exportations russes et ukrainiennes justement de la farine de blé, mais également à l'augmentation des différents prix sur les marchés. Et donc tout comme d'autres pays africains, le Bénin a donc décidé de faire la part belle à la farine de plantain. P nous en dit plus. Le Bénin, comme d'autres pays d'Afrique, connaît une pénurie de blé. Josiane Andounou préfère la farine de plantain qu'elle a commencé à produire en 2018 et a vu sa production doubler avec la guerre en Ukraine. Avant la guerre de l'Ukraine, je produisais au moins 80 kilos par mois. Mais actuellement, à cause de la guerre de l'Ukraine, qui a permis la cherté du blé et qui l'a rendu également rare sur le marché, je produis jusqu'à 150 kg par mois s'il y a le marché. Au Cameroun, certains pâtissiers ont remplacé le blé par la farine de manioc et de patates pour pouvoir fabriquer du pain à cause de la flambée de prix du blé. La farine de patates et de manioc se manipule facilement comme la farine de blé. On peut le manger sans avoir de problème. Par contre, nous avons une qualité des personnes ici dehors qui ne peuvent pas manger le blé. Pourquoi on dit? Parce que le blé a un produit, une substance qu'on appelle le gluten. En Afrique subsaharienne, la solution trouvée est la farine de riz qui représente une bonne alternative pour fabriquer du pain. Pour se prémunir des conséquences de la guerre en Ukraine, les pays africains devraient miser sur la pluralité de leurs spécificités alimentaires. À l'heure où les cours mondiaux du blé atteignent des records, il revient aux États africains de prendre des mesures incitatives et normatives en vue de promouvoir la production locale. Du côté du Tchad, c'est le gouvernement qui a donc annoncé la tenue cette semaine d'une réunion de ses créanciers avec donc pour objectif de cette rencontre de faire avancer tout simplement la demande de N'Djamena pour la restructuration de ses dettes tchadiennes et pourquoi ne pas obtenir un crédit du Fonds monétaire international. Kouetiu nous en dit plus. Les créanciers du Tchad s'est réunis cette semaine pour faire avancer la demande de N'Djamena pour la restructuration de sa dette. Le FMI exige un accord avec la multinationale anglo-suisse Glencore compte tenu de la hausse du pétrole. Le Tchad doit un tiers de sa dette à des créanciers privés, mais la quasi-totalité à Glencore dans le cadre d'accords pétroliers datant de 2013-2014. Le Tchad, via sa Société nationale d'hydrocarbures, SHT, avait emprunté en 2014 près de 1,45 milliard de dollars à Glencore, un géant mondial de l'extraction de matières premières. Le pays s'est avéré incapable de rembourser dans la totalité cette dette, qui est aujourd'hui à hauteur d'1 milliard de dollars. Cette nouvelle rencontre Tchad-FMI intervient 4 mois après celle de mars dernier, dont le rapport avait fait état de ce que la situation économique et financière du Tchad a été plus faible que prévu en 2021. La production pétrolière étant nettement inférieure aux prévisions. Une mauvaise production agricole, des pressions sur les prix des céréales dues à la guerre en Ukraine ont accru considérablement l'insécurité alimentaire dans le pays qui espère obtenir un consensus entre ses créanciers afin de bénéficier d'un nouveau soutien financier. Un cercle vicieux pour ce pays d'Afrique centrale, déjà compté parmi les plus pauvres au monde. Bonne nouvelle pour l'Éthiopie, en l'occurrence les populations du Tigré qui va donc voir son pays ou du moins sa zone être reconstruite. C'est du moins ce qu'ont décidé de signer comme accord positif l'armée fédérale et bien évidemment les membres du TPLF. Et donc l'objectif, la reconstruction du Tigré, un accord donc conclu entre les autorités éthiopiennes. Kwakap revient sur cette information. Les autorités éthiopiennes exigeaient de l'ONU la reconstruction de la région du Tigré. Et ce mardi, le ministre des Finances éthiopien a annoncé la signature d'un accord avec le Bureau des Nations Unies pour le service d'appui au projet portant sur la reconstruction d'infrastructures dans la région du Tigré, au nord du pays. Dans un communiqué de presse, le ministre a indiqué que cet accord s'inscrit dans le cadre du programme de redressement national
du gouvernement éthiopien financé par la Banque mondiale. Programme qui se chargera notamment de reconstruire des infrastructures procurant des services essentiels affectés par le conflit. Selon Amnesty International, le conflit au Tigré, dans la partie septentrionale de l'Éthiopie, aurait déjà fait des milliers de victimes depuis novembre 2020, période du déclenchement des hostilités entre l'armée fédérale éthiopienne et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. Le conflit, marqué par destruction, pillage, grave exaction sur population civile, aura eu entre autres conséquences, d'après les chiffres d'Amnesty International, plus de 22 millions de personnes en situation de nécessité d'aide humanitaire, plus de 5 millions d'âmes souffrant de malnutrition et plus de 300 000 déplacés en raison de la sécheresse. Il était plus qu'urgent de réagir afin de venir en aide aux populations victimes de ce conflit armé qui n'a que trop duré dans cette région du Tigré. La trêve, conclue entre le gouvernement éthiopien et les rebelles sur la cessation conditionnelle des hostilités et l'accès sans entrave de l'aide humanitaire dans la région, offre ainsi l'occasion idéale pour la mise sur pied d'un projet de reconstruction. Notons que cette signature intervient alors que plusieurs partenaires internationaux de l'Éthiopie avaient suspendu leur aide depuis novembre 2020. En avril, la Banque mondiale était la première institution financière majeure à débloquer des fonds en faveur de l'Éthiopie. Et en fin juin, elle accordera 715 millions de dollars supplémentaires de prêts et de dons pour aider les communautés pastorales touchées par le conflit à faire face à l'insécurité alimentaire. Hors des frontières du continent africain, plus précisément du côté de la France, qui célèbre donc ce 14 juillet l'édition 2022 de la fête nationale. Un défilé donc marqué par la guerre en Ukraine. Il faut le dire, ce défilé ou encore cette parade a donc eu un fort aspect symbolique concernant la guerre en Ukraine, avec notamment la présence des soldats du pays de l'Est de l'Europe. Et donc, ce 14 juillet 2022, plus que jamais, le défilé militaire qui s'est donc déroulé sur les Champs-Élysées, comme à l'accoutumée, a donc une portée majeure. En pleine guerre en Ukraine, la France a donc l'intention de marquer son engagement auprès de ses différents alliés. Placés sous le slogan « Partager la flamme », les symboles sont donc nombreux pour cette année. Il est notamment question de réassurer l'implication de l'armée française auprès des pays de l'OTAN et bien sûr de l'Union européenne. Et c'est sur ce, justement, que cette première partie du journal bilingue sur For You Télévision se referme, mais en ouvrant l'autre brèche, celle en langue anglaise. Thank you very much, Ndidi. And of course, ladies and gentlemen, as we change the cue from French to English, we are spreading our nose tentacles in English language beginning from Rwanda, where we are told that the former Rwandan state official, Laurent Basiluburota, has been slammed 20 years in jail term of complicity in the genocide in his country after 28 years of the incidents. As Jix Nabise reports that justice can usually be delayed but never denied. Her report. A French court on Tuesday, July 12, convicted a former senior Rwandan official to 12 years jail term after finding him guilty of complicity in the East African nation's genocide of 1994. Laurent Baruta is the highest-ranking Rwandan to have faced trial in France over the massacre, in which an estimated 800,000 Tutsis and Hutus died in 100 days of mass extinction. The most important thing in reality is that the trial took place, that this man who embodied the power in his prefecture was obliged, even if it took 28 years, to come and answer questions, to explain himself in front of the victims, in the presence of the survivors, and to listen to the survivors' accounts. The United Nations has set up the International Criminal Tribunal for Rwanda in 1994 in Arusha, Tanzania, a few months after the genocide that killed mostly the ethnic Tutsis. 4 years after September 1998, the court became the first international tribunal to hand down a conviction for genocide. The court issued dozens of rulings from life sentences to acquittals before closing in late 2015. Shortly after that, its works were taken over by the Mechanism for International Criminal Tribunals Office in Arusha, where the overall court's chief prosecutor Serge Bames
is based. We recall that Rwanda started trying genocide suspects in 1996, and on a single day in April 1998, 22 convicts were executed by firing squad. The impact of the Tutsi massacre is still fresh in the memories of the affected, and just a few survivors have been able to reconnect with their families. Felicien Kabuga, an alleged financier of the genocide, is due to be tried in Northeastern Time at The Hague after the United Nations Court ruled in June that he was fit to stand. Kabuga, arrested near Paris in 2020 after 25 years on the run according to the United Nations, is accused to have helped created the Interahamwe Hutu militia, the main armed group involved in the massacre. From Rwanda, we make a stop in Togo, where newly elected president of ECOWAS, we are talking about President Umaro Sissoco, is on a working visit to Togo to discuss the future of the country, which is, of course, currently on a state of emergency because of the litany of security challenges the country is plunged into. As you tell us more, Futso. For his first visit abroad after his election as head of the Economic Community of West African States, ECOWAS, Bissau-Guinean President Umaro Sissoco Embalo went to Togo. Officially, the strengthening of bilateral cooperation was the main purpose of this working visit to Togolese soil on Tuesday, July 12. The president of Guinea-Bissau, Umaro Sissoco, also current president of ECOWAS, was welcomed at Nyantugu International Airport by the head of state for Isozima Nyasimbe, according to a press release from the Togolese authorities. This official trip, a face-to-face meeting between the two leaders in Pia, during which diplomatic relations and cooperation between the two countries were discussed. Exchange also took place on the situation in the sub-region and the strengthening of integration within the space. Well-informed sources consulted informed that beyond bilateral issues, the meeting between the two heads of state focused on the actions to be taken in order to lead the elections and the re-establishment of a civilian government in Mali, Burkina, and Guinea. This is Umaro Sissoco Embalo's second visit to the Togo, after that of just over 2 years ago. Togo and Guinea-Bissau maintained excellent relations during the socio-political crisis that shook the Portuguese-speaking country. Togo deployed police and gendarmes as part of regional security and peacekeeping missions, ECOMIN 140 in total. These personnel were responsible for ensuring the security of the presidential election in this country, agitated by the repeated political crisis. The election of Umaro Sissoco Embalo at the head of the Guinea-Bissau had created favorable conditions for a return to the stability. Several countries participated in this security mission, including Burkina Faso, Nigeria, and Senegal, to all look for a common way out from the string of insecurity animating the west of Africa. We stay with you, Futso, but this time around we go over to Chad, where His Excellency Mohamed Bazoum of Niger is on a working visit to Chad to strengthen her bilateral relation and discuss new avenues of exploitation in the years ahead, not leaving out security in the Central African Republic. Details with you, Futso. Niger President Mohamed Bazoum began a Tuesday, July 12, a 48-hour official visit to the country of Tourmaine. The day of July 13 was punctuated by a private meeting between the two statesmen and a bilateral meeting extended to the two delegations, followed by a joint press conference. This trip by Mohamed Bazoum to Chad is multifaceted, even if visually the purpose of this visit is part of the periodic contact between the two leaders and the strengthening of bilateral cooperation because of the unbreakable ties, geographical, cultural, economic, and social proximity between Niger and Chad, as explained by the Niger presidency. Subjects of common interest, such as the security insurgency in the Sahel between Chad commitment in the central zone and in the fight against Boko Haram, economic issues of the two oil-producing countries, as well as the prospect of Lake Chad treatment, were on the menu of discussion between the President Mohamed Bazoum and that of the Transitional Military Council, Mahamat Idriss Déby.
Another subject were the issues of Lake Chad with the strengthening of resilience and the strategy for revitalizing the living environment of nearly 50 million of the 4 member countries of Lake Chad Basin, commissioner, especially at this challenging time the globe is into. Let's come down to Cameroon to talk about local development, where the Douala 4 Council has been awarded projects of local development piloted by the World Health Organization under its special program called Local Governance for Health and Well-being. Actors charged with the responsibility of identifying the different projects to be executed met recently in Douala. The details in this report. Cameroon's humanitarian crisis has witnessed an increase in the past 5 years, and because alone the government can't survive the different bullet shot with an open arm, they had to welcome the World Health Organization to help extend a hand of solidarity to the needy. It is against this backdrop the Urban Governance for Health and Well-being program, piloted by the World Health Organization in collaboration with local councils, especially that of Douala 3, which of course can testify that her population of Brazzaville neighborhood today enjoy potable drinking water thanks to this project. Meeting, we are coming here to review and finalize the city action plan. The city action plan of the Douala city is one of the deliverables of this project, which support the different entities involved and the stakeholders in elaborating through a consensual and participatory project of this action plan. Nonetheless, the Douala validation plan, we are told by the officials involved in the identification process of projects, seeks to assist particularly internally displaced individuals residing in the Douala 4 subdivision, especially at this challenging time when the society is faced with the cholera outbreak and COVID-19 pandemic still roving. Aside health, the project also seeks to beef up the capacity of town planning officials of the council area to better handle demography issues, which has for over the years been a thorn on the flesh of the council officials. We now talk sports, whereby the 2022 Women's Africa Cup of Nations ongoing in Morocco has gotten to a very decisive stage, which of course it is the quarterfinals. Tonight's explosive will be the game pitting the Super Falcons of Nigeria and the Indomitable Lionesses of Cameroon. But then, what should we expect to see in this game of tonight? Details in this report. Motlalo, South Africa, searching. In what many bookmakers have termed a final before a final is the clash between the Super Falcons of Nigeria and the Indomitable Lionesses of Cameroon to be played this Thursday evening in Casablanca, Morocco. The Lionesses go into tonight's clash with the mentality of the yam pounder, knowing fully well they have always been second best to Nigeria at this level, and a third consecutive appearance at the FIFA World Cup will certainly be the wish of the Indomitable Lionesses. A 1-2 defeat in the hands of the Banyana of South Africa in their Group C opener somewhat dimmed the ever-shining Super Falcons, but they rose stoutly to the occasion and won their other matches to earn 6 points and 6-goal advantage to cross over to the last 8th round of the tournament. However, Cameroon also started the competition somewhat slowly, recording a draw with Zambia, but picked up impressively, and their reward is what is actually the most anticipated quarter-final tie at this tournament. Both countries flew Africa's flag high at the 2015 FIFA World Cup in Canada, as well as the last edition in France 3 years ago, but Nigeria have for over the years remained untouchable when it comes to female football in the African continent, reasons why they are among 6 other countries on the planet to have participated in all 8 editions of the quadrennial global showpiece. The Lionesses of Cameroon haven't forgotten too soon the 1998 worst defeat ever recorded in the hands of the Super Falcons of Nigeria of a 6-goal spanking, which Nigeria hosted likewise in 2010 at the semi-finals in South Africa, where the Super Falcons stomped Lionesses 5-1. We also remember vividly in 2014 and 2016 respectively, when both countries played the grand finale in the competition, with the Super Falcons always giving the Indomitable Lionesses a quick run of their money. This Thursday spectacular in Casablanca is expected to be explosive, in which only the best team on the turf shall triumph.
And so, ladies and gentlemen, that last report there talking about the upcoming match of tonight between the Indomitable Lioness of Cameroon and the Super Falcons of Nigeria. I put it up to today's Midday Bilingual News on For You Television. Didi, we have come to the end of our journey this day. What we can wish our Lionesses is the best of luck in Casablanca. Le rendez-vous est donc pris pour demain avec une autre séquence du journal bilingue sur For You Télévision. Bonjour.